Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les grosses colères des enfants. Oui, celles dont on se dit qu'on n'arrivera pas à les apaiser autrement qu'en faisant une colère encore plus grosse. Évidemment, il ne faut pas. Et en plus, il existe des réponses et on va les demander à Nadège Petrel. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la saison de l'orientation. Elle bat son plein pour les lycéens avec la multiplication des salons dans toute la France. Et on va en parler autour d'une nouveauté. C'est pas un salon, c'est un jeu baptisé Parcours Sherlock. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier, un cours particulier aujourd'hui dédié au pédagogue espagnol Francisco Ferrer. Ça se passe à la fin du 19e siècle. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Nadège Petrel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir dans cette émission. Vous avez accueilli pour votre précédent ouvrage. Vous êtes infirmière puéricultrice, conférencière et intervenante en structure petite enfance. Quand vous vous présentez, sur les 4e de couverture, vous rajoutez « maman ». Donc je pense que c'est un point important aussi de votre vie et que ça doit apporter des choses aussi à votre travail d'infirmière puéricultrice. Vous avez écrit plusieurs ouvrages aux éditions Erol, dont 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir et Histoire relaxante pour enfants hypersensibles. Vous avez créé avec Mélodie Lopez le podcast Me and You, Vivre ensemble pour les parents épuisés. Et c'est justement avec elle, avec Mélodie Lopez, que vous signez ce précieux Tempêtes émotionnelles, sous-titre Des solutions efficaces pour aider mon enfant à apprivoiser ses émotions débordantes et à retrouver la sérénité sans punition. Avant de parler de ces tempêtes, je voudrais qu'on fasse, comme vous le faites dans le livre, une première étape en définissant ce qu'est une émotion. Oui, alors c'est important effectivement parce que bien souvent on fait un peu l'amalgame avec justement les sentiments. Donc une émotion, c'est pour donner une définition un peu théorique, donc la façon dont le corps réagit en fonction d'une situation donnée. En fonction de chaque émotion, il va y avoir un déclencheur qui va être spécifique. Et notre organisme, donc notre corps, va réagir en nous transmettant des sensations qui vont être vraiment spécifiques, elles aussi, en fonction de l'émotion qui est déclenchée. Et depuis les années 70 et les travaux de Paul Ekman, on en distingue 6 des grandes émotions. Alors, oui. J'ai une anti-sèche, je vous vois lever les yeux au ciel en disant je compte les 6. Non, en fait, il faut savoir que ça ne fait pas forcément consensus, mais effectivement, il y a plusieurs émotions. Nous, dans le livre, on part même sur 8 émotions. Mais effectivement, donc, il y a la joie, la colère, la tristesse et la peur qui sont les 4 les plus basiques que tout le monde connaît. Et ensuite, donc effectivement, il y a les travaux de Paul Ekman, entre autres. Et la surprise. La surprise. Et après, nous, on parle aussi de la honte et de l'amour, en plus, dans le livre. Et 5 composantes à la réaction physiologique qui accompagnent nos émotions. Et là, évidemment, on sent qu'on commence à poser des petits cailloux pour aller vers nos tempêtes émotionnelles parce que ça suscite des réactions physiologiques plus ou moins importantes. Alors, il y a le corps qui va s'exprimer, par exemple. C'est ça, effectivement. C'est-à-dire qu'au départ, donc, il y a le déclencheur. Ça nous fait quelque chose dans le corps. Il y a l'expression de l'émotion. Donc, effectivement, ce passage à l'action. Et puis ensuite, donc, la pression redescend. Normalement, on retrouve le calme parce qu'on va peut-être le voir après. Mais c'est normalement une émotion, ça ne dure pas très longtemps. Ça dure moins de 2 minutes. Et ensuite, eh bien, il y a ce moment où on va peut-être revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, pouvoir un peu discuter après. Alors tout ça, on peut agir, on peut essayer d'apprivoiser, mais ça se passe quand même dans le cerveau. Ce sont des réactions chimiques. Si on a vu le film, les films, vice-versa, on le sait. C'est dans la tête que ça se passe. Vous allez dire, d'une certaine manière, on n'y peut pas grand-chose quand même. C'est-à-dire que c'est le système nerveux qui agit. Ce sont l'adrénaline, la noradrénaline ou le cortisol qui commencent à se balader dans nos neurones. Et ça, on n'y peut rien. Oui, alors... Effectivement, il y a plein de choses qui vont faire que l'émotion va se déclencher. Donc, alors, j'ai envie de dire qu'en grandissant, pour ne pas dire en vieillissant, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de les apaiser, de faire en sorte que ce soit peut-être un peu moins fort ou surtout d'apprendre, et c'est un peu là aussi tout le but du livre, comment les vivre de façon à pas forcément justement se laisser trop déborder par ces émotions parce qu'elles sont toutes utiles, même si elles ne sont pas forcément toutes agréables à vivre. Et je veux bien qu'on s'arrête un quart de seconde là-dessus. Elles ont des fonctions en fait. La peur, la colère, la joie, ça sert à quelque chose. C'est pas un hasard. Oui. Et moi, j'ai même envie de parler plus particulièrement effectivement de la colère parce que c'est beaucoup une émotion qui pose des difficultés, on va dire, aux parents. Mais cette colère, elle est là pour rétablir l'intégrité personnelle, parfois un sentiment de justice
qui a été un petit peu bafoué, je ne sais pas, parce que le petit frère, la petite sœur a piqué le jouet des mains sans le demander. L'exemple pris au hasard. Vraiment au hasard. Donc effectivement, c'est important d'entendre cette colère, de l'accueillir et de venir apporter, par exemple, une réparation, pour ne parler que de cette émotion. La colère répare une blessure, écrivez-vous. Et ces émotions, on les ressent dès la naissance, dès le premier instant. C'est ça, vraiment, comme vous dites, dès la naissance, tous les bébés ressentent aussi des émotions. Alors après, en grandissant, pour refaire référence à vice-versa dont vous avez parlé tout à l'heure, on voit que par exemple à l'adolescence, il y a encore d'autres émotions qui peuvent survenir et qu'on n'a pas forcément quand on est tout petit, mais tout ce qui est notion de joie, de peur, etc. On le voit des fois, même avec un tout petit, on se promène dans la rue, il y a un chien qui aboie, et bien hop, ça peut le surprendre, voire lui faire peur et effectivement déclencher aussi une émotion. J'ai découvert un réflexe en vous disant, ce qui nous aide beaucoup quand on est nourrisson, enfin ça nous aide surtout par la suite, oui. Mais c'est d'avoir acquis le réflexe de Moro, M-O-R-O. Oui. C'est un réflexe archaïque, c'est quoi ? Alors, effectivement, donc, les réflexes archaïques, ce sont des réflexes que les bébés ont dès la naissance. Donc, le réflexe de Moro, c'est ce fameux réflexe où on voit le bébé qui part avec les bras comme ça en arrière. Normalement, les réflexes archaïques, au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, ils s'intègrent, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Souvent, c'est quand on a un tout petit, je veux dire qu'il y a 1 mois ou 2 mois, quand on veut le poser dans le lit, si on ne le contient pas, qu'on ne le regroupe pas avec les bras comme ça près du corps, eh bien, il va faire ce mouvement et c'est possible qu'il se mette... Il va en arrière et voilà. il tend les bras et il hurle. Exactement. Ouais. Donc normalement, ces réflexes, à partir du moment où on laisse le bébé en motricité libre, etc., qu'on lui crée un environnement qui est bien adapté à son développement, comme je le disais tout à l'heure, il s'intègre et donc on ne les voit plus. Parce que s'il n'est pas intégré, il entraîne chez l'enfant, je vous cite là encore, peur de l'échec, manque de confiance en soi, difficulté à s'adapter à la nouveauté. C'était énorme les conséquences de ça. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs répercussions et notamment effectivement sur les émotions. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Qu'il existe des exercices qu'on peut faire aux enfants, justement pour les intégrer, parce qu'après, même une fois qu'ils ont été intégrés, ça peut se réactiver. Alors là, c'est vraiment Mélodie Lopez qui est plus spécialisée dans le domaine que moi, parce que c'est vraiment une de ses formations, mais ça peut être réactivé effectivement quand l'enfant ou même l'adulte ressent une situation de stress, qu'il y a eu un choc, etc. Et là, il peut y avoir cette nécessité, effectivement, à nouveau de les travailler et de les réintégrer. Si on en vient à nos tempêtes émotionnelles, ce qu'on appelle des grosses colères dans le langage courant, comment on distingue une crise de colère d'un enfant d'une crise qui est due à un stress ? C'est pas tout à fait la même chose, vous soulignez ce point. Oui, alors effectivement, on essaye de reprendre ces notions-là parce que souvent, il y a un amalgame, et ce qui est normal parce que la limite, elle est quand même assez fine, exactement. Donc, il y a 3 questions qu'on peut se poser. Est-ce que, donc, il y a le déclencheur, est-ce que la réaction de l'enfant est adaptée par rapport au fait déclencheur ? Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que le comportement est approprié en fonction de ce qui se passe ? Et la troisième question, c'est est-ce que ça dure moins de 2 minutes ou est-ce que ça dure 20 minutes ? Si ça dure moins de 2 minutes et qu'on a répondu oui à ces 3 questions, c'est qu'effectivement, c'est une émotion, c'est une colère. Si on a répondu non parce que ça dure 20 minutes, etc., c'est que bien souvent, on est face à une situation de stress et c'est ce qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez un jeune enfant qui va à l'école. Le soir, à la fin de la journée, on passe le pas de la porte, c'est l'explosion, c'est la crise, ça part dans tous les sens parce qu'en fait, il y a un trop-plein d'émotions. Ils se sont tenus, régulés pendant toute la journée, ils ont besoin que ça sorte. Il y a beaucoup de stress et là, ça sort. Alors, il y a plein de gestes à faire, plein de ressources que vous proposez aux enfants, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, face à ces colères et à ces peurs intenses. Nadège Pétrel, on se retrouve dans quelques secondes après l'Anti-Sèche pour continuer à parler de ce précieux ouvrage, Tempêtes émotionnelles. Il vient de sortir chez Erol, mais pour l'heure, il est un grand professionnel dans la gestion de ses émotions, Guillaume Buran. Non. Joker. Si vous me permettez. Si vous voulez, je vous ferai un cadeau en fin d'émission. Je pense que je vais le récupérer, je sais pas vous, mais... C'est vrai ? Ouais. Bon, mais c'est bien, émotion, ça veut dire qu'il y a une sensibilité aussi. Cet Anti-Sèche, aujourd'hui, rebondit sur une actualité qui est une actualité pour tous les lycéens, qui est vraiment c'est la saison de l'orientation. Les salons se multiplient à partir de maintenant. Mais à partir, cette fois, d'un jeu qui mêle orientation, parcours scolaire, langue française et pédagogie. Oui, c'est un gros fourre-tout. On va tout vous expliquer. C'est Yves Richer, qui est docteur en sémiologie. Et donc, il
étudie les signes, il est anthropologue également, donc il étudie l'homme avec un grand H, et lexicologue, historien des mots. Il a voyagé dans une vingtaine de pays, il s'est rendu compte d'une seule chose, c'est que les personnes n'arrivaient pas à préciser de manière graduée, nuancée et fine tout le processus par lequel elles passaient pour réaliser des choses. Alors concrètement, l'homme n'arrive pas à nommer la manière dont il fait les choses. Mais déjà, comment on pourrait définir ce mot « nommer », écoutez. C'est mettre le bon mot en fait. Quand vous demandez à quelqu'un comment il fait les choses, la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, il va vous dire « je fais ceci, je fais cela, ensuite je fais ceci, puis je fais cela ». Il va vous donner plutôt le contenant mais pas le contenu. Alors que quand vous demandez comment tu t'y prends quand tu fais, eh bien la personne est obligée de changer complètement son mode linguistique et d'utiliser d'autres mots. Et ces mots-là, ils manquent. Donc nommer, c'est trouver le mot juste, approprié à l'activité, à l'action, à ce moment particulier où elle a réalisé, fabriqué, créé, articulé quelque chose. Et c'est ainsi qu'Yves Richer en fait a créé Parcours Sherlock. C'est un serious game et pas un jeu traditionnel. Justement, il nous explique un peu la différence. Il mobilise toutes les qualités du jeu en termes de ludopédagogie, de gamification, mais avec une dimension importante qui est l'apprentissage, l'acquisition de connaissances et la formation. C'est donc un jeu transformant et pas un jeu qui sensibilise. C'est une vraie nuance. Lorsque les personnes sortent du jeu, elles sont en capacité, en aptitude d'une connaissance qu'elles vont pouvoir mobiliser pour trouver une activité, pour lire une offre d'emploi, pour être beaucoup plus précises dans la manière dont elles vont présenter leur qualité, leur production, leur réalisation, ou simplement pouvoir mieux argumenter, présenter la manière dont elles peuvent être utiles dans le cadre d'un métier. Alors ce n'est pas un jeu de connaissance de soi, mais plutôt un jeu où on acquiert une connaissance sur comment je fais les choses, comment je m'y prends. L'objectif étant de renforcer la lucidité, la confiance en soi et le discernement. Alors pour créer ce jeu et ce serious game donc, Yves Richer a utilisé l'intelligence artificielle ainsi que les objectifs du développement durable qui sont donc expliqués par l'ONU. Lorsqu'un jeune veut identifier son parcours scolaire, la question se pose ainsi: qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie et qui pourrait être utile? Écoutez. Eh bien, il va savoir si, par exemple, il veut combattre la faim dans le monde, est-ce qu'il veut travailler pour la vie aquatique, la vie terrestre, est-ce qu'il veut travailler pour une ville de développement durable. Il va pouvoir identifier ce au service de quoi il va mettre ses qualités, ses aptitudes, ses connaissances. Quant à l'intelligence artificielle, plus vous êtes précis avec l'IA, plus vous pouvez avoir des réponses solides. Et l'IA, avec le jeu, un très gros avantage, c'est que ça enlève la charge mentale à l'enseignant ou à l'élève qui va se dire « mais je fais comment pour chercher, je fais comment pour synthétiser, où est-ce que je dois trouver, où est-ce que je prends mes notes et comment je sais que c'est la bonne information ». En fait, ils vont plutôt se concentrer sur comment questionner par rapport au jeu et puis ils laissent l'intelligence artificielle leur apporter des réponses qu'ils mettraient des semaines à trouver. Alors le résultat escompté justement de ce parcours Sherlock et son intention est d'offrir aux personnes un parcours unique de préparation et d'entraînement à leur futur métier, grâce notamment à la connaissance, aux compétences, à leur aptitude personnelle, à la maîtrise aussi de l'auto-formation et en valorisant et en objectivant tout simplement ses compétences. Selon son créateur, on apprend et on s'amuse en même temps, on collabore, on coopère avec les autres. En fait, ça permet d'émuler et on s'inspire de l'autre et des autres. Ok, on joue comment? Vous nous présentez le tableau? Je vous présente le plateau, je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Ouais. Oui, le mieux c'est de vous le présenter avec son créateur, regardez. Vous avez un plateau principal, c'est lui qui présente les 4 grandes étapes. Investiguer, donc chercher les indices, nommer, observer. Enquêter, documenter, c'est rassembler, instruire une matière, je vais pouvoir étoffer, muscler et enfin se présenter, un nouveau monde s'ouvre. C'est là où j'accède aux possibilités, aux potentialités avec un employeur, un recruteur, un futur partenaire ou que sais-je. Alors un jeu idéal pour mieux appréhender le futur qui a recours tout simplement à la langue française. On en revient à cela, écoutez. Lorsque les jeunes vont travailler, vont préparer un métier, ils vont s'entraîner à identifier les verbes d'action primitifs, c'est-à-dire le verbe sans lequel on ne peut pas réaliser le métier. Le verbe, dans la langue française, répond à 3 utilités fondamentales. 1, ça pose l'état. Donc par exemple, pour discerner, il faut être calme. Ça, c'est l'état. Il faut être concentré. Ensuite, ça pose l'action. Discerner, c'est regarder entre. C'est regarder ce qui n'est pas perçu. Et puis après, il y a la situation. Donc, chaque verbe répond à ces 3 principes. Quand ils vont regarder une offre d'emploi, ils vont apprendre aussi du coup à repérer les verbes pour mieux les identifier, donc pour mieux questionner ou pour mieux se préparer.
Guillaume, merci beaucoup pour cette présentation. Ça s'adresse, alors moi je l'ai un petit peu présenté en parlant des lycéens, la saison de l'orientation, mais le public est beaucoup plus large. Oui, effectivement, c'est en cours déjà dans certaines écoles, mais ça s'adresse aux ressources humaines, aux recruteurs, professionnels de l'insertion, à certaines associations, aux coachs professionnels et aussi à des organismes, des ONG ou des associations qui ont pour objectif justement de répondre aux questions des objectifs du développement durable. Super, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation. Moi ça m'a un peu évoqué l'ikigai, qui est cette philosophie japonaise qui permet aussi d'essayer de trouver son point d'équilibre et son idée d'orientation de cette manière-là. Guillaume, merci beaucoup. On retrouve Nadège Petrel qui signe Tempêtes émotionnelles avec Mélodie Lopez, c'est chez Erol. Nadège Petrel, qu'est-ce que ça signifie réguler une émotion? Comment on enseigne ça aux enfants alors? Alors déjà, on leur apprend à les connaître. Donc quand tout va bien, on peut faire plein de petits jeux, de petits exercices, avoir comme support soit des cartes, soit des albums jeunesse. Maintenant, il y en a beaucoup sur le sujet. Et effectivement, on va d'abord apprendre aux enfants à nommer les 4 émotions de base. Donc, comme on disait tout à l'heure, la joie, la colère, la tristesse, la peur, pour faire simple. Et puis, petit à petit, on peut les mimer, on peut leur apprendre les différentes sensations corporelles. Et ensuite, on va surtout leur enseigner comment les vivre de façon acceptable en société. En parlant de mime, vous conseillez aux parents d'apprendre la communication gestuelle associée à la parole avec leur bébé, pas spécialement uniquement pour les émotions, ça. Oui, tout à fait. Effectivement, alors la communication gestuelle associée à la parole, c'est le fait d'utiliser un signe, par exemple la peur, en même temps qu'on dit le mot à l'enfant. Et effectivement, ça sert dans le quotidien de façon générale, mais ça sert beaucoup aussi à éviter les frustrations pour un enfant qui n'arriverait pas à se faire comprendre parce que, par exemple, il veut un gâteau, il n'arrive pas encore à avoir les mots, la parole pour l'exprimer, eh bien, il va pouvoir le signer. Et oui, si on a le geste... Exactement, et se faire comprendre, et du coup, ça évite de finir en crise de larmes. Réussir à gérer ses émotions, c'est l'œuvre d'une vie. Il y a quand même des âges sensibles, et alors notamment les fameux terrible two, cette période entre 2 et 3 ans, elle est vraiment sensible. Elle est très sensible, effectivement, on en entend beaucoup parler. Alors nous, dans le livre, on l'a un peu rebaptisé, on parle de Beautiful Two. Beautiful Two, vous dites, vous, la période où l'enfant prend confiance en lui et veut participer aux tâches du quotidien. Bon, le problème, c'est qu'il le fait en hurlant. Exactement. En fait, nous, ce qu'on a envie d'apporter aux parents, c'est vraiment de porter un autre regard sur cette période. C'est-à-dire que quand on parle de Terrible Two, on est un peu passif par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire se dire, ah bah oui, bah là, c'est normal, voilà, c'est une crise, c'est parce que c'est le passage des 2 ans. Non, essayons de le voir différemment, comme une affirmation de soi, une prise de confiance en soi, une étape de son développement qui est super importante et un moyen, ou en tout cas un moment clé dans son stade de développement pour lui apprendre comment vivre ses frustrations, son affirmation de soi, etc. Et ça, l'état d'esprit qui sera celui des parents, il est fondamental parce que, et vous insistez beaucoup, les enfants, surtout les petits, apprennent beaucoup par mimétisme. Et donc notre propre capacité à gérer nos émotions va avoir une influence considérable sur la façon dont les enfants eux-mêmes géreront leurs émotions. Oui, alors ça c'est d'autant plus compliqué, j'ai envie de dire, par exemple pour notre génération qui n'a pas forcément été appris et qui n'a pas forcément appris. Quand vous dites notre génération, alors que d'évidence vous êtes plus jeune que moi. Disons que ma génération est au-delà. C'est ça. Et les vieux Je n'ai pas dit ça. En fait, si vous voulez, moi par exemple, voilà, j'ai été élevée avec la menace de la fessée, le martinet qui pendait pas très loin. Voilà, donc les émotions, il fallait plutôt les taire. Maintenant, on s'est rendu compte quand même que voilà, l'expression des émotions était importante, plutôt que de les refouler, de pouvoir les exprimer pour ensuite se sentir mieux. Mais c'est pas évident pour nous parents d'apprendre à nos enfants à les exprimer quand nous-mêmes on ne sait pas forcément trop comment faire. Donc c'est vrai que dans le livre, on essaye d'encourager les parents et de leur donner des petites ressources pour essayer de plus en plus, eux aussi, de les exprimer devant leurs enfants qui, effectivement, apprennent en grande partie par mimétisme. Vous avez vraiment été élevé comme ça? Oui. Waouh. C'est pas très agréable. Eh ben non, c'est pour ça que nous... C'est comme ça, c'est pour ça qu'on devient infirmière puéricultrice? Peut-être. On répare des trucs. Il y a plein d'activités qu'on peut pratiquer également avec les enfants. Alors vous en conseillez énormément, je ne vais pas pouvoir tout dire, c'est un livre qui est très riche. Le yoga. Et en règle générale, tout ce qui touche à la respiration. Oui, effectivement. Alors déjà, il faut savoir que tant Mélodie que moi, on est toutes les deux enseignantes de yoga pour enfants. Donc forcément, c'était une évidence de placer des exercices de yoga à l'intérieur. Les exercices de respiration peuvent vraiment aider quelle que soit l'émotion. Parce que c'est vrai que des émotions comme la joie, la colère, on va avoir quand même beaucoup besoin de les évacuer physiquement. La peur, la tristesse, on va avoir besoin d'un peu plus de contenance, de douceur. Mais dans tous les cas, je trouve que la respiration, c'est ce qui aide de façon universelle, quelle que soit l'émotion. Autre chose qui aide de façon universelle, et ce à
tout âge, vous le dites, le contact avec la nature, sortir, ne pas rester enfermé. Mais il y a quelque chose de spécifique qui se joue avec la nature. C'est pas juste aller dans la rue quand on est dans une ville, c'est vraiment le contact avec la nature. Oui, c'est ça. C'est vraiment aller déjà sortir, s'aérer. On l'a vu beaucoup pendant la période de confinement. Les enfants qui n'avaient pas cette possibilité de sortir, malheureusement, c'était très dur. Et effectivement, ça peut être encore plus propice comme environnement pour déclencher les crises chez les enfants. Alors que de sortir, de s'aérer, d'être exposé à la lumière naturelle, de marcher dans l'herbe, d'être en contact de verdure, ça a de réels impacts positifs sur les émotions. Donc au plus on sort, que ce soit le matin, la fin de journée, ça peut être passer au parc après l'école, il y a plein de petites choses, aller chez le boulanger à pied, bref. Et ça c'est très documenté, je me permets de le souligner, mais c'est des travaux de recherche qui le disent. Et au niveau international, je ne sais plus si c'est l'OMS, l'UNICEF, bref, il y a des organismes qui spécialisent de tout ça, qui ont c'est ça. Alors nous on a tout sourcé, on a tout noté effectivement dans le livre. Parce que, comme vous le disiez, ça a vraiment été prouvé. Vous donnez plein de conseils âge par âge. Il y a que faire quand un enfant de 3 ans se met à crier dans un supermarché parce qu'il y a un objet, que faire d'un enfant de 5 ans qui est perfectionniste, qui hurle quand il dépasse en coloriant. Mais au fond, quand on lit les gestes qui sauvent, c'est quand même un peu toujours la même méthode, non ? Alors oui, alors disons qu'il faut prendre en compte, je pense, notre état d'esprit en tant que parent. Comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce qu'on est fatigué ? Est-ce qu'on est déjà anxieux, etc. Où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est à la maison tranquille ou est-ce qu'on est dans un supermarché avec le regard de tout le monde ? C'est ça, vous en parlez aussi du regard de tout le monde. Voilà, ça nous met un petit peu la pression. Mais effectivement, après, il y a toujours un peu cette démarche de partir du besoin de l'enfant. Qu'est-ce qui se cache ? Comme on disait tout à l'heure, faire la différence entre stress et émotion, parce qu'on ne va pas forcément réagir, nous, de la même façon. Et puis ensuite accueillir cette émotion. Il y a aussi des compétences émotionnelles qu'il est important d'enseigner aux élèves. Alors on ne va pas la rentrer dans le détail de l'école, je crois que c'est Mélodie en plus, votre co-autrice, qui a beaucoup rempli cette rubrique-là. Mais il y a quand même des activités, notamment des activités ludiques de pratique de l'attention qui sont tout à fait essentielles. Et ça, si on est enseignante ou enseignant, on peut les mettre en place. Exactement. D'autant que depuis 2015, si je ne me trompe pas sur la date, ça fait partie du programme d'enseignement. Donc effectivement, Mélodie, qui elle-même est enseignante, a construit plusieurs séquences pour pouvoir en parler et pratiquer tous ces exercices-là avec les enfants au sein de l'école. Et puis, last but not least, dernier conseil, mais pas le moins important, on s'écoute. Ça, vous y revenez quand même assez régulièrement. Vous venez de le faire d'ailleurs à l'instant. C'est le premier conseil que vous donnez dans la méthodo, un petit peu qui marche à tous les coups. C'est que pour avoir des enfants qui vont bien, c'est quand même mieux d'avoir des parents qui eux-mêmes se sentent pas trop mal. Oui. Et c'est quelque chose qui est parfois oublié parce que c'est vrai que quand on a un enfant, on est toujours là pour lui, on veut le protéger, on veut l'aider, Et nous, dans tout ça ? Et nous, comment est-ce qu'on se sent ? Comment est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on est stressé aussi ou pas ? Et c'est important de toujours essayer d'avoir cet équilibre entre les besoins de l'enfant, les besoins du parent, et voilà, d'essayer de au maximum garder cet équilibre-là. Et comme vous précisez vous-même que vous êtes non seulement infirmière, puéricultrice, conférencière, etc., mais aussi... Et maman. Ouais. Ça va la gestion des tempêtes émotionnelles chez vous ? Aujourd'hui, honnêtement, très bien, parce qu'elles ont 9 et 12 ans, mais je suis aussi passée par des phases très compliquées, très difficiles, où je me revois assise par terre en train de pleurer, de me demander qu'est-ce qu'on a bien pu faire de mal pour en être arrivé là. Ouais. Donc en fait, les difficultés que les parents rencontrent aujourd'hui, on les a aussi, Mélodie et moi, rencontrées avec nos enfants. Mélodie Lopez, Nadège Petrel, co-autrice de Tempêtes émotionnelles. Je signale que les illustrations sont de Carottes et Moutarde. C'est aux éditions Erol, ça vient de sortir. C'est un bouquin à la fois plein d'informations, plein d'excellents conseils. Je précise qu'il y a une séquence pédagogique qui est proposée aussi dans un bonus pour les enseignants sur le thème les émotions à l'école. Nadège, si vous voulez bien, vous restez avec nous. C'est jour de cours particuliers. On va partir en Espagne à la fin du 19e siècle. On va parler pédagogie avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, avec ce cours particulier dans lequel on découvre des pédagogies partout dans le monde ou dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est dans l'histoire et dans le monde. On fait la totale. On va retourner à la fin du 19e siècle. On est en Espagne à la rencontre de Francisco Ferrer. Exactement. Francisco Ferrer y Guardia qui naît en 1859 à Alella. Alella, c'est un petit village pas loin de Barcelone. Et lui, il naît dans une famille de fermiers catholiques conservateurs. Mais il deviendra pourtant militant et pédagogue.
pédagogue libertaire. Ok, donc il y a une sorte de bug éducatif. comment ça s'est passé? D'où ces idées radicales lui sont venues? Il s'élève vraiment en opposition en fait, à son éducation qui est très ancrée dans des valeurs conservatrices, religieuses. En fait, Ferrer s'en détache en autodidacte et c'est un enfant qui remet complètement en question très tôt l'éducation catholique stricte et son autorité. On sait comment concrètement il la remet en question? Alors en fait, il juge que l'autorité qu'il subit, entre guillemets, parce qu'en fait, il fréquente des établissements locaux, donc assez empreints de tradition, eh bien, c'est une autorité qui est imposée, qui est soumise au dogme, et donc par rejet, le petit Francisco se forge une solide culture des idées progressistes, donc il a des lectures, des apprentissages, et c'est comme ça qu'il devient anarchiste. C'est son premier attachement, c'est ça, l'anarchie. Il adhère au mouvement en Espagne? Il adhère à des courants anarchistes, révolutionnaires en Espagne, et il devient même militant, sauf que ce n'est pas du goût de tout le monde, et en 1885, eh bien, il est obligé de s'exiler. Il s'exile en France. Arrivé à Paris, et là, il approfondit son engagement politique et intellectuel. Oui, en fait, il donne des cours d'espagnol, et ça lui permet de rencontrer des intellectuels de l'époque et des militants anarchistes aussi. Et puis, il est très marqué par les idées de l'époque qui circulent, donc les idées qui sont révolutionnaires et laïques. Voilà, idées alors qui ne sont pas tout à fait de l'époque, qui viennent d'avant, mais qui, on a déjà parlé, vous nous en avez déjà parlé, notamment Rousseau. Tout le monde cite Rousseau dans ces cercles-là. Exactement. Il y a en poupe à l'époque l'éducation naturelle. Ouais. L'éducation naturelle, c'est un apprentissage qui est guidé par les expériences directes avec la nature, mais aussi par le développement spontané de l'enfant. Donc, il s'en inspire. Il s'inspire aussi de Paul Robin, qui est un des pionniers de l'éducation libertaire en France, dont on a d'ailleurs déjà parlé. On en a parlé de Paul Robin. Et donc, Paris joue un rôle essentiel dans la construction de la pensée pédagogique de Ferrer. Complètement, pas des moindres. C'est à ce moment-là qu'il formule ses idées sur une éducation qui est basée sur la rationalité, qui est libérée de l'influence religieuse et de l'influence étatique aussi. Retour en Espagne en 1901 avec tout ce bagage pédagogique. Comment il y retourne d'ailleurs? Il revient avec ses petits bagages effectivement pédagogiques et en fait il a la chance d'avoir un don d'une sympathisante de l'époque qui est fortunée. Et grâce à ce don, il crée une école, l'école moderne, la Escuela Moderna à Barcelone. Et il y met en pratique ces idées éducatives qui sont en rupture totale, vous l'aurez compris, avec l'éducation religieuse en Espagne. Concrètement, cette rupture, elle se manifeste comment? Il y a quelques principes pédagogiques clés. Alors, forcément, l'éducation laïque, on en a déjà parlé. La mixité aussi, la co-éducation, on dit aussi, c'est juste mettre des filles et des garçons dans la même école, mais à l'époque, c'est très révolutionnaire. La mixité sociale. Ferrer veut vraiment que cette école soit gratuite pour que toutes les classes sociales puissent se mélanger. Et puis, il n'y a pas de récompense ni de punition. D'accord, pas de compétition et il utilise aussi tous les ressorts de la pédagogie active. On est un petit peu avant Freinet. Exactement, pédagogie active, donc l'expérimentation, les travaux pratiques, les sorties scolaires, bien plus que l'éducation dans les livres. Et puis les enfants sont encouragés à être libres, autonomes et le but c'est vraiment de développer leur esprit critique. Et alors comment elle est reçu, adopté ou pas adopté son école en Espagne? Pas toujours plutôt adopté, pas adopté. Effectivement, encore une fois, les idées de Ferrer ne font pas l'unanimité et l'Escuela Moderna est vue comme subversive et même visant à saper l'influence de l'Église. Et là, il est victime de campagnes, y compris de campagnes mensongères. Oui, tout à fait. En 1909, il est accusé complètement faussement d'avoir participé à l'organisation d'une série d'événements qui s'appelle la Semaine tragique. En fait, c'est des révoltes sociales à l'époque contre la conscription militaire et l'impérialisme espagnol au Maroc. Et pour ça, il va être très rapidement jugé. Donc accusé, jugé et fusillé. Et fusillé. Et là, son exécution provoque l'indignation de nombreux sympathisants dans le monde entier, parce qu'il a un rayonnement mondial. Il a une influence, donc effectivement, beaucoup de pédagogues et d'autres libertaires lui rendent hommage. En tout cas, s'il n'y avait qu'un principe clé à retenir de la pédagogie de Ferrer, ce serait l'éducation intégrale. Donc en fait, il visait le développement global de l'enfant, tant sur les plans intellectuels, moral que physique. Et donc il voulait former des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Capables de penser par eux-mêmes. Il promouvait une éducation émancipatrice. Ça va dans ses théories politiques qui visaient à former des citoyens qui sont libres, autonomes, solidaires. Et puis, et donc qui ont un esprit critique et qui sont aptes à... C'est ça, il y a un héritage quand même d'un mot. Un héritage, effectivement. La Escuela Moderna, elle a donné naissance ensuite aux Modern Schools aux États-Unis. Donc ils se sont inspirés de ce modèle-là. Vraiment, sur ce modèle. Francisco Ferrer, grand pédagogue espagnol, fin 19e, tout début 20e. Merci beaucoup, Marie, pour ce cours particulier. Merci aussi à Nadège Petrel de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre du livre, Tempêtes émotionnelles. Il est signé Nadège Petrel et Mélodie Lopez. Illustration de Carotte et Moutarde. Tout cela chez Erol. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission qui est d'une zénitude absolument incroyable. Ils ont tous appris votre bouquin par cœur. Julie Ordner au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son. Pardonnez-moi, Thibaut Gory-Lafont à la réalisation, Mani Pézèche. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et vous retrouvez même le grand oral de l'émission en version audio sur les principales plateformes de podcast. C'est une nouveauté de l'année sur School TV.